Chers amis, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des titans oubliés de l'histoire, à la découverte des gens cachés de notre histoire commune. Donc, vous avez pu voir qu'hier, j'ai relâché une vidéo sur Thomas Sankara, le titan révolutionnaire qui a modifié ou qui a challengé le statu quo africain. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau volet, dans notre série des titans de l'histoire. Euh, où cette fois-ci, nous pénétrons désormais dans une nouvelle réalité, celle de la sphère politique africaine, relativement complexe. Et c'est avec nul autre que Thomas Sankara, ce titan révolutionnaire, qui a challengé le statu quo africain et défié l'ordre occidental. Dans cette nouvelle perspective, inspirée par Thomas Sankara, nous allons examiner le parcours de ceux qui ont tout sacrifié, littéralement, y compris leur vie, pour améliorer leur pays et le destin de toute l'Afrique et bouleverser le statu quo occidental. Pénétrez donc avec moi dans les ombres de notre histoire où le génie est dissimulé par le temps. Aujourd'hui, nous faisons revivre l'héritage de ceux qui ont façonné notre monde, mais qui ont disparu ou qui ont pris un détour de notre mémoire collective, comme j'ai l'habitude de le dire. Des laboratoires de scientifiques méconnus aux livres poussiéreux de chercheurs et politiciens négligés ou oubliés, nous parcourons continents et époques pour révéler les existences extraordinaires que l'histoire a oubliées. Engageons-nous intensément dans l'arène politique africaine et dépeignons un portrait puissant et passionné de Thomas Sankara. Pour moi, plus qu'un soldat ou un président, malgré mon origine camerounaise, j'avoue que Thomas Sankara pour moi est une personnalité charismatique. C'était plus naturellement qu'un soldat ou un président. C'était un poète, un musicien, un enseignant et un rêveur révolutionnaire. Charismatique tout en étant modeste. Il se rendait au travail à vélo et il utilisait quelquefois se rendait la tâche un peu plus facile en utilisant une Renault 5. Si vous vous rappelez de ce que c'est une Renault 5, c'était vraiment une voiture basique. Il interdisait les voitures de luxe aux fonctionnaires et renonçait à la climatisation dans son bureau, affirmant « Je ne vaux pas plus que mes concitoyens ». Il jouait de la guitare, écrivait des poèmes sur l'amour et la justice, et citait Che Guevara et des proverbes africains avec la même aisance. Donc, c'était un homme d'une intégrité radicale. Il portait du coton tissé du Burkina Faso, offrait son salaire présidentiel aux orphelins et transformait les réceptions officielles en repas simples à base de riz et de légumes. Un homme de ma consistance. Riz et légumes, c'est la combinaison parfaite pour moi. Cependant, derrière son sourire paisible, se cachait une passion indéfectible. La conviction que l'Afrique pouvait oser inventer le futur. Son assassinat, à 37 ans, a tari une voix qui continue de chuchoter aux opprimés. Vous êtes suffisants, battez-vous. Suivez-moi alors maintenant pour explorer le passé tumultueux de la politique africaine et rendre un vibrant hommage à la vie singulière de Thomas Sankara. Donc alors que nous plongeons dans les ombres des rêveurs les plus périlleux de l'histoire, donc ceux qui ont risqué leur vie afin de donner une perspective à l'Afrique, une perspective différente, ceux qui ont défié les empires et ont payé le prix ultime, comme je le disais. Aujourd'hui, nous ravivons l'héritage de Thomas Sankara, le révolutionnaire marxiste qui a métamorphosé le Burkina Faso en 4 ans fulgurantes, de sa vision panafricaine audacieuse à son assassinat mystérieux. L'histoire de Thomas Sankara est un modèle de libération et une mise en garde pour ceux qui défient l'ordre mondial établi, comme nous l'avons vu avec d'autres personnages dont nous établirons les noms un peu plus tard dans cet épisode. Mais effectivement, certains ont payé le prix de manière plus récente. On peut parler de Mouammar Kadhafi,
Mais on peut parler dans le passé de Silvano Olympio et d'autres personnages aussi qui sont originaires du Cameroun, comme Félix Roland Moumié et d'autres qui ont risqué leur vie et ont perdu la vie pour donner une perspective à l'Afrique qui soit différente. Et on voit toujours ceux qui restent en vie sont les plus malicieux, les plus malins ou les plus manipulateurs qui soient et qui restent toujours en place. Donc, continuons notre parcours autour de la vie de Thomas Sankara. Maintenant, abordons sa vie précoce et son éducation. Thomas Sankara est né en 1949 à Yako, une ville poussiéreuse du Haut-Volta français colonisé. Effectivement, avant l'adoption du nom Burkina Faso, l'appellation des pays africains était fixée à la fin du 19e siècle lors de la conférence de Berlin, où les dirigeants européens se sont réunis pour diviser arbitrairement l'Afrique et aborder une convention de noms, après des noms qui avaient déjà été fixés auparavant, mais qui ont été, on va dire, retouchés peut-être pour certains, mais qui ont permis surtout une division arbitraire et un morcellement, je veux dire, découpé, je veux dire, à la hâte, pour permettre une distribution du morcellement de l'Afrique. Donc, comme vous pouvez le supposer, Thomas Sankara a grandi sous le joug de l'impérialisme. Ses parents, de confession catholique, avaient envisagé pour lui une carrière ecclésiastique, mais Thomas Sankara a préféré s'orienter vers l'armée, cherchant des moyens pour démanteler l'oppression. Il était notamment témoin d'un soulèvement socialiste à Madagascar en 1972, qui a attisé finalement son ardeur révolutionnaire. En 1983, à l'âge de 33 ans, il a pris ainsi le pouvoir lors d'un coup populaire, un coup militaire, déclarant il faut oser inventer l'avenir, à côté d'un personnage qui faisait partie de son cabinet, son frère en armes, Blaise Compaoré, qui jouera un rôle funeste dans sa vie. Maintenant, chers amis, essayons de déterminer quelle était sa vision révolutionnaire et quelles furent ses réalisations. Alors, la présidence de Thomas Sankara fut brève, de 1983 à 1987. Il a été un catalyseur de changements radicaux. Le pays, premièrement, a été rebaptisé Burkina Faso, terre des hommes intègres, abandonnant ainsi son identité coloniale de Haute-Volta. Il a permis aussi la vaccination de 2,5 millions d'enfants contre des maladies mortelles en quelques semaines. C'était un achèvement absolument monstrueux. La mise en œuvre de réformes agraires pour éradiquer la famine et faire du Burkina Faso un pays autosuffisant en nourriture. Donc plus besoin de rapatrier ou d'importer les produits et les éléments qui provenaient de la France ou des pays occidentaux. Pour lutter contre la désertification, 10 millions d'arbres ont été plantés. Naturellement, qu'il est entouré de pays qui sont effectivement désertiques, comme le Mali et puis le Niger. Donc il fallait trouver un moyen de repousser cela. Effectivement, la plantation d'arbres est un moyen très efficace. De l'autre côté, il a aussi voulu renforcer le rôle des femmes en interdisant les mariages forcés et en nommant des ministres féminines, une première sur le continent africain. Donc son mantra était celui qui te nourrit te contrôle. Et Thomas Sankara, dans cette approche, a refusé l'aide étrangère, réduit les salaires gouvernementaux et a conduit une Renault 5, comme je le disais auparavant, pour éviter toute forme d'élitisme ou de luxure autour de la position présidentielle, qui quelque part contraste de manière extrêmement frappante avec la manière dont les dirigeants politiques occidentaux vivent, notamment en France. Regardons maintenant l'ombre de la France et les assassinats de la France-Afrique. Donc, comme vous pouvez l'imaginer très rapidement, je pense que la France a été largement gênée par les activités, je peux dire, de défiance de Thomas Sankara. Et cela a suscité la colère des puissances impériales, notamment la France, l'ancien colonisateur du Burkina Faso, qui percevait son discours anticolonial comme une menace. Donc, le 15 octobre 1987, un escadron d'assassins organisé par Blaise Compaoré a été envoyé
vers la demeure de Thomas Sankara, qui a été tué lors de ce coup d'État dirigé par son second, comme je le disais, Blaise Compaoré, qui a bénéficié naturellement du soutien de la France. Il est frappant que juste une semaine plus tard, la France ait convié Blaise Compaoré à Paris, conférant ainsi une légitimité à son régime. Donc Blaise Compaoré, qui était un membre du cabinet de Thomas Sankara, mais qui était son frère en armes puisqu'ils avaient mené ce putsch militaire révolutionnaire de 1983 afin de prendre le pouvoir. Il a gouverné pendant 27 ans, de 1983 jusqu'à 2014, il me semble, renversant ainsi les politiques révolutionnaires de Thomas Sankara et s'alignant totalement sur les intérêts occidentaux. Il a notamment passé différentes présidences en France, celle de François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc vous verrez les images dans quelques instants. Malgré cela, il vit actuellement paisiblement en Côte d'Ivoire, a été reconnu coupable de l'assassinat de Thomas Sankara. Toutefois, la France refuse de délivrer les éléments liés à la mort de Thomas Sankara, qui rend un peu plus visible la culpabilité de la France. Donc, comme je le disais, il vit maintenant en Côte d'Ivoire, un pays voisin du Burkina Faso, ajoutant à l'affront et à l'insulte de voir ce personnage toujours en liberté. Donc, Thomas Sankara n'était pas le seul prétendument visé, éliminé par le réseau nommé la France-Afrique. Rappelons les actions, très nobles de la République française en Afrique. Ok ? Donc on peut parler notamment de Sylvanus Olympio, qui était le président du Togo en 1963. Sa situation, c'est qu'il a été tué lors d'un coup d'État militaire. Plusieurs historiens et sources affirment l'implication des services de renseignement français, alors que Sylvanus Olympio tentait de rompre les liens économiques avec la France et d'instaurer une monnaie autonome, similairement à ce que Mouammar Kadhafi voulait mettre en place. Si nous continuons, naturellement Thomas Sankara, comme je le disais dans ce portrait, au Burkina Faso en 1987, donc président à l'époque du Burkina Faso, il a été assassiné lors d'un coup d'État orchestré par Blaise Compaoré. Les politiques et la rhétorique anti-impérialiste et anti-française de Thomas Sankara ont fait de lui simplement une cible. Donc, des documents ont officiellement été demandés aux autorités françaises afin de déclassifier donc ces documents pour éclaircir leur implication. La France a rapidement refusé. Mais on peut voir, à travers les images que vous voyez maintenant, la France a rapidement ouvert ses bras à Blaise Compaoré après le coup d'État. Donc on voit bien qu'il a été reçu par François Mitterrand, qu'il a été ensuite, tout de suite, considéré comme un grand ami de la France par Jacques Chirac. Mais donc cette approche a été continuée notamment par deux présidents successifs, Nicolas Sarkozy et François Hollande. François Hollande, qu'on appelle aussi Flamby, et Nicolas Sarkozy, qui a été reconnu comme vous allez voir quand je vais parler de Mouammar Kadhafi, qui a été reconnu de détournement de fonds et de corruption, grâce au soutien de Mouammar Kadhafi dans son élection. On voit bien la grandeur de la France à travers tous ces événements. Maintenant, François Tombal-Baye, au Tchad, en 1975, il était à l'époque président du Tchad, assassiné lors d'un coup d'État. François Tombal-Baye entretenait des liens tendus avec la France et son assassinat est souvent mentionné parmi les événements où les intérêts français ont été mis en péril, comme pour les autres qui ont été assassinés. Continuons maintenant avec Ruben Nyobe au Cameroun en 1958, un personnage important de la lutte pour l'indépendance au Cameroun. Il était le leader anticolonialiste et créateur de l'Union des peuples du Cameroun. Assassiné par l'armée française après avoir dirigé le mouvement d'indépendance contre la domination coloniale. Maintenant, dans la même veine, on retrouve Félix Roland Moumié, Cameroun encore une fois, dont je suis originaire, en 1960.
dirigeant de l'Union des peuples du Cameroun. Il a été victime d'un empoisonnement à Genève par un agent du service secret, comme le confirment des recherches historiques. Et il est mort dans des circonstances absolument frappantes et troublantes. Ça reste un des assassinats les plus vilains et les plus violents qu'ont pu effectuer la France. Donc, il y en a certains un paquet que je mentionne maintenant, mais il y en a d'autres qui ont été que je ne mentionnerai pas, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, on peut continuer avec Patrice Lumumba au Congo belge, 1961. Donc, il était le premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors, le Congo belge, c'est le Congo qui était, je veux dire, distribué et occupé par la Belgique. Donc, on connaît le contexte très violent de la Belgique au Congo belge, avec des enfants qu'on ampute, des viols, des massacres. Et donc, bien que la Belgique et les États-Unis aient joué des rôles centraux dans l'assassinat de Patrice Lumumba, les services de renseignement français ont été impliqués dans l'effort occidental plus large visant à évincer Lumumba, perçu comme un danger pour les intérêts occidentaux, qui a été ensuite dans la même situation que Thomas Sankara et Blaise Compaoré. On voyait à côté de Patrice Lumumba Mobutu Sese Seko, qui lui avait des liens relativement étroits avec les Belges et avec la CIA. Et donc il a effectivement fait éliminer Patrice Lumumba pour prendre le pouvoir, pour instaurer une dictature très très dure, qui dure très longtemps au Congo belge. Donc voilà. On peut aussi mentionner, donc je suis moins familier avec ce qui s'est passé en Algérie, mais je vais essayer de mentionner Larbi Ben Midi et Larbi Tabessi. Donc je suis désolé pour la mauvaise prononciation pour nos amis et frères algériens, mais donc je voulais juste mentionner que ce sont des dirigeants du FLN algérien, du Front de Libération Nationale. Ils ont tous les deux été tués par des officiers de l'armée française durant la guerre d'indépendance algérienne, dans le cadre d'une opération plus vaste de meurtres ciblés d'actions secrètes menées par les services de renseignement français, et notamment des notions de torture extrêmement frappantes, qui a jonché toute la guerre d'Algérie. Et il faut mentionner aussi que la France est reconnue pour son art dans la torture. Ils ont notamment été mentionnés à plusieurs reprises par la CIA comme étant des gens qui ont donné des cours à des différents services secrets pour leur enseigner l'art ou de raffiner l'art de la torture. Donc ils sont très connus dans ce domaine. On peut également mentionner Marienne Ngouabi de la République du Congo français en 1977. Donc il était président de la République du Congo. Il a été assassiné dans des circonstances douteuses. Une implication française a été suspectée en raison des politiques gauchistes et nationalistes de Ngouabi. Donc encore un assassinat dans la République française du Congo, parce qu'il y a deux Congos, il y a le Congo belge et le Congo français. Et donc voilà. Mouammar Kadhafi, donc c'est le dernier, je le mentionnerai parce que c'est pas le plus représentatif, mais c'est le personnage qui a été le plus marquant, surtout dans les années récentes, en Libye en 2011. Il était naturellement le dirigeant président de la Libye. Et donc il a été reconnu qu'il a effectivement financé l'élection ou la réélection de Nicolas Sarkozy. Et non, l'élection de Nicolas Sarkozy, puisqu'il n'a jamais été réélu, mais il n'a fait qu'un mandat. Et donc pour l'élection de Nicolas Sarkozy, il a été reconnu comme quoi il a financé l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc il est mort lors du soulèvement soutenu par l'OTAN. La France a joué un rôle majeur. On peut voir notamment l'ancienne secrétaire d'État des États-Unis, Hillary Clinton, qui a mentionné en riant que Nicolas Sarkozy voulait sa petite guerre et que les États-Unis ont donné sa petite guerre. Ils sont venus, ils ont vaincu, ils ont détruit la Libye, ils ont fait assassiner Mouammar Kadhafi.
Donc on sait que la France, naturellement, comme je le disais, a joué un rôle majeur dans l'intervention, et certaines sources mettent Kadhafi comme étant le premier dans la liste des dirigeants africains qui devaient être éliminés pour avoir résisté aux intérêts français et occidentaux, malgré avoir fait des gestes, notamment de la lutte contre le terrorisme dans la région. Donc il me semble à la fois ironique et cynique de constater qu'un pays signataire de la Déclaration des droits de l'homme, et qui a été un des premiers, après les États-Unis, à avoir fait une déclaration des droits de l'homme, est supposément mêlé à tant d'assassinats politiques, en dépit de ses valeurs morales qu'elle clame constamment et de sa grandeur supposée. La corruption, notamment, a longtemps été un fléau dans la politique française et toujours aujourd'hui, et depuis des années, voire des siècles, on peut voir que ça a toujours été le cas. On voit le cas, pourquoi je mentionne des siècles, parce que le cas le plus frappant est celui de Napoléon Bonaparte, qui a été financé par un groupe d'intérêts, je veux dire, étrangers pour financer son coup d'État, et qui était largement quelqu'un qui a maximisé la corruption en France. Le président Sarkozy, le président Macron, le président Chirac et d'autres ont multiplié ont multiplié les supposément des grands titres, enfin je veux dire face à la corruption, et ont toujours multiplié les tentatives d'insultes et d'humiliation à l'égard des présidents africains, qui a été accéléré par le président Macron et qui a permis, je veux dire, une émancipation relativement plus rapide ou accélérée des pays comme le Niger, donc le Burkina Faso, mais également le Mali. Maintenant, chers amis, que pouvons-nous dire sur l'héritage et la révolution en cours du Burkina Faso? Donc on peut dire effectivement que l'esprit de Thomas Sankara hante le Burkina Faso contemporain. En 2022, une nouvelle vague de résistance anticoloniale dirigée par l'armée a éclaté. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, le dirigeant actuel, a chassé les troupes françaises et s'est tourné vers la Russie, suivant l'exemple de Thomas Sankara en matière de non-alignement. Des manifestations de masse exigent maintenant la souveraineté sur les ressources en visant des conglomérats miniers soutenus par la France. Les alliances régionales avec le Mali et le Niger représentent un défi pour la domination d'ECOWAS, en anglais, qu'on appelle CEDEAO, et de l'Occident. Donc je vais y revenir en fait dans la conclusion, mais effectivement il y a un groupe qui représente principalement, vous voyez sur la carte que ECOWAS ou CEDEAO a changé. Il y a des groupes il y a des pays qui ne font plus partie d'ECOWAS officiellement, qui sont suspendus, ou qui en font toujours partie, mais qui sont suspendus et qui ont créé un groupe d'influence. Donc je vais déterminer, qui s'appelle l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, que je vais expliquer un peu plus dans la conclusion. Mais effectivement, que l'Occident essaye de rétablir une forme de contrôle sur notamment le Mali, le Niger et également le Burkina Faso. Et donc les dangers persistent. Il y a eu des tentatives de coup d'État en 2023 qui mettent en lumière des fractures internes. Il y a la menace djihadiste intensifiée par des interventions étrangères et le soutien des puissances occidentales, et notamment qui leur fournissent des armes et de l'argent, qui déstabilisent le Sahel de manière générale, ce qui a été le cas au Mali, ce qui a été le cas au Niger, ce qui a été le cas donc au Burkina Faso. Donc, chers amis, si nous voulions tenter une conclusion, quelle serait-elle? On peut dire aujourd'hui que la vie et la mort de Thomas Sankara symbolisent la lutte d'une Afrique qui lutte contre le néocolonialisme. La vision de Thomas Sankara, qui a profondément marqué moi ma découverte réelle, ce que représente l'Afrique dans le monde géopolitique, mais également non pas simplement son origine, hein, mais le déroulé, comment l'Afrique est devenue si important pour des pays comme la France, qui n'ont plus que les ressources qui se trouvent en Afrique finalement, qui n'ont plus grand chose mis à part ça. Et on comprend que la vision de Thomas Sankara d'un continent sans dette, sans armées étrangères et sans entrave mentale alimente finalement les mouvements de contestation actuels. Pas simplement lui, mais toutes les personnes que j'ai mentionnées, qui ont été éliminées, mises de côté par la France de manière violente, alimentent ce qui se passe aujourd'hui réellement. Donc
l'influence que représente, l'influence qu'a dû représenter ces personnalités-là, et incluant Thomas Sankara pour des personnalités comme Kémy Séba, ça prouve l'impact de sa vision. Alors qu'aujourd'hui, le Burkina Faso brûle les drapeaux français et adopte les armes et l'influence de la Russie, les paroles de Thomas Sankara résonnent encore plus fort. Bien que les révolutionnaires en tant qu'individus puissent être assassinés, on ne peut pas tuer des idées. Un schéma et un dialogue qui a été repris par le capitaine Ibrahim Traoré, président actuel du Burkina Faso, qui a confirmé que la sortie du Burkina Faso de la CEDEAO, ou de ECOWAS en anglais, était naturellement irréversible. Et le résultat finalement d'une décision longuement réfléchie, qui fait, parce que la CEDEAO est un organisme qui favorise les intérêts occidentaux, qui marche aligné avec les intérêts occidentaux. Donc avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso a ainsi quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, ou ECOWAS en anglais, pour protéger sa souveraineté et faire face aux défis sécuritaires et économiques régionaux, pour formaliser une approche différente. Donc il ne tient aujourd'hui qu'à des pays comme celui dont je suis originaire, le Cameroun, ou des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, de faire le pas et de rompre définitivement avec l'influence occidentale et l'influence finalement française. Donc cette rupture cette rupture qui a effectué le Burkina Faso avec le Mali et le Niger, elle marque finalement la volonté des trois pays de se libérer de ce qu'ils voient comme une ingérence néocoloniale et de créer une nouvelle alliance régionale, l'Alliance des États du Sahel, AES. L'objectif d'Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, et donc de ses homologues finalement, est de renforcer l'intégration politique, économique et sécuritaire des pays du Sahel avec des projets de défense collective, de libre circulation des biens et des personnes et la création d'une monnaie commune. Cette action s'inscrit dans une dynamique panafricaine affirmée qui était celle aussi de Muammar Kadhafi, visant à briser toutes les chaînes de l'esclavage, y compris celles liées à la monnaie et à l'influence extérieure. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui président du Burkina Faso, voit cela comme un chemin sans retour vers une indépendance réelle et une coopération renforcée entre les pays du Sahel. Donc il sera très intéressant de voir que, par exemple, Kémy Séba, qui souhaite se présenter à la présidence du Bénin, comment cela pourra avoir un impact sur le Bénin. Qu'est-ce qui va se passer au Tchad, qui a fait certains mouvements vers cette forme d'émancipation envers la France. Il nous manque que certains pays qui sont vraiment représentatifs de l'influence française occidentale, notamment les deux plus représentatifs qui sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours pensé qu'une fois que le Sénégal tomberait, que le château de cartes s'écroulerait totalement, mais je pense qu'il reste un bastion important qui est toutefois la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on va mettre fin à cette vidéo sur ça. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo et d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, moi ça me dérange pas de faire 4, 5, 10 vues. Les 4, 5, 10 vues que je ferai feront le minimum de travail que je souhaite réaliser, c'est de partager l'information et de répandre une pensée différente, faire des choses intéressantes sur YouTube. Maintenant, je vous remercie si vous likez, si vous commentez, si vous partagez auprès des différentes plateformes que vous utilisez ou bien que vous diffusez sur WhatsApp auprès de vos amis. J'apprécie énormément et je répondrai naturellement à tous les messages qui seront postés sur la vidéo YouTube. Et d'ici là, je vous retrouve là dans 2 semaines, parce que chaque semaine, je fais un roulement entre Missing 411 et les titans de l'histoire. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un personnage très important qui est Martin Luther King Jr., qui était l'homme qui osait rêver. Et donc, je vous retrouve dans 2 semaines pour les titans de l'histoire. Et la semaine prochaine, comme je le disais, pour la partie 4 de Missing 411. Merci, à bientôt.